Fabrice Moussavou, jeune Gabonais de plus d'une vingtaine d'années, vient d'être interpellé par les éléments de l'Office central antidrogue de la Nyonga pour détention et consommation de cannabis. Ayant en sa possession des baguettes emballées dans du papier blanc d'une valeur considérable, celui-ci reconnaît les faits qui lui sont reprochés et comme il est de coutume, cet acte pour lui était moyen de survie. Pour moi, c'est madame qui a accouché, après l'accouchement, je me suis fait opérer. Quand je me suis fait opérer, je n'avais pas de soutien, je n'ai pas le moyen. Moi, j'ai fait le bâtiment. Mais le docteur m'a interdit de toucher quoi que ce soit du côté du bâtiment ou bien quoi, de ne pas suivre les trucs et tout. Mais dans surprise, j'étais à la maison, je vois mon frère, je vois un gars congolais qui me voit. Oh non, j'ai amené un peu de cannabis et tout, est-ce que tu n'as pas besoin? J'avais 50 000 francs, j'ai dit bon, il faudrait que je puisse tourner comme ça là. Je ne peux plus faire le bâtiment, je ne peux rien faire. Donc ça peut m'aider pour faire du bout de temps, qu'on m'a donné les 6 mois, pour essayer un peu de faire manger la famille et puis s'en occuper de l'enfant et tout. C'est comme ça que j'ai pris un sachet. Le sachet là, je l'ai plié. Quand je l'ai plié, ça m'a sorti 15 pièces. Dans les 15 pièces, j'en ai vendu rien que 5. Voilà, c'est ça qui reste là. Présenté au parquet de la République, Fabrice Moussavou, résident au quartier Batiengui dans le 2e arrondissement, a été placé sous mandat de dépôt et devra répondre de ses actes. Ce sont là les journées récréatives qui visent à soutenir la communauté handicapée de la Nyonga. Organisées sous le thème « La résilience et talent », il est question ici pour ces personnes vivant avec un handicap de cultiver leur force intérieure. Une initiative du docteur Adel Sabine Ilama Mombo, épouse Ngimbi, par ailleurs fille de la localité. Chacun va dire, d'accord, on va aussi beaucoup vous écouter. Chacun va dire ce qu'il vit, ce qu'il veut faire. Ces journées récréatives ont été une occasion pour les parents de garder espoir du moment où cette catégorie d'enfants se sentent considérés. Une bonne initiative de faire valoir nos enfants auprès des autorités, auprès des autres aussi. Dans la société actuelle, on a tendance à délaisser. Ces personnes se sentent un peu délaissées, ces personnes se sentent un peu rejetées de la société à cause de leur handicap. Mais nous, notre objectif ce jour était de leur faire comprendre que malgré l'handicap qu'ils ont, de toutes les manières, à nos yeux, on est égaux. Soutenu par le ministre des Transports, Ulrich Mavumbi, les journées récréatives dédiées aux personnes vivant avec un handicap se poursuivront, cette fois par des actions structurées visant à valoriser leur avenir dans notre société. Cette descente de terrain du gouverneur de province visait à toucher du doigt sur la bonne utilisation des différentes infrastructures construites dans le cadre du programme de développement du chef de l'État. Jean-Robert Mabobé a invité les responsables administratifs ayant la responsabilité de ces infrastructures de renforcer la sécurité pour éviter tout risque d'incivisme des populations. J'ai souhaité aussi, dans le cadre de ces infrastructures collectives, visiter quelques écoles pour voir dans quel état, à l'issue de ces réflexions, de ces réhabilitations, ces écoles se trouvent. Pour l'instant, on peut dire que dans l'ensemble, les écoles sont bien tenues. J'ai interpellé la responsabilité des responsables de ces écoles. J'ai interpellé le directeur d'académie provinciale pour que, à leur niveau aussi, les responsables d'école soient vigilants pour que la propriété soit de mise dans ces enceintes scolaires. Là aussi, il s'agit, vous l'aurez compris, de préserver les acquis. C'est ce qui nous a été concédé par les plus hautes autorités à la faveur du 30 août. Du gymnase, en passant par le stade dialogue de Chibonga et bien d'autres, le gouverneur de province s'est dit être satisfait du fait que ces différentes infrastructures soient bien entretenues. À l'issue du discours du président de ce 31 décembre, il faut d'abord noter l'empathie que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a toujours eu à l'égard de ses compatriotes.
Il a eu une pensée profonde pour tous ceux qui ont été frappés par les aléas de la vie, qui ont perdu un parent, qui ont souffert. Donc, il faut d'abord noter cela chez le président, c'est une constance d'avoir. Le président a ici, si vous voulez, fait le bilan de la mise en place des institutions conformément aux engagements qu'il a pris en 2023. Engagement de restaurer les institutions. Et nous avons donc connu cette séquence électorale l'année écoulée, avec pour commencer le référendum l'élection présidentielle, les élections législatives et locales. Et il y a quelques jours, nous avons assisté à la mise en place des autres institutions, telles que la Cour constitutionnelle et le Conseil économique, social et culturel. Et donc, nous pouvons nous réjouir que les institutions soient aujourd'hui mises en place. Le président a interpellé, appelé l'attention de nouveaux élus, ce qui est une bonne chose. Il leur a appelé à une exigence d'une représentation exemplaire. Je crois que c'est aussi un point à souligner. Les élus nationaux sont les élus du peuple. Il y a donc là une éthique de responsabilité qu'ils doivent avoir. C'est un point qui m'a interpellé. Le président a noté aussi quelque chose qui me paraît important également de relever. Il a parlé de l'ardeur qui se fait toujours observer pendant les joutes électorales, mais qu'après les joutes électorales, cette ardeur n'existe plus. Cette ardeur s'estompe, et alors même que cette ardeur devrait demeurer lorsqu'il s'agit de penser à l'avenir de notre pays. Ça aussi, c'était un point qui m'a interpellé. C'est un appel au patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas seulement pendant le vote ou les campagnes électorales. Le patriotisme, c'est la quête de tous les jours pour l'avenir de notre pays. « 14 ans après le début des travaux, il est là, majestueux. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Près de 2 km de large pour 170 mètres de haut, une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes, c'est le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique. Et malgré les tensions qu'il génère avec le Soudan et surtout l'Égypte, tous deux en aval du Nil bleu sur lequel il est construit, le Premier ministre éthiopien le décrit comme une fierté pour le continent tout entier. Il démontre à lui seul que nous, en tant que peuple noir, pouvons réaliser tout ce que nous planifions. C'est la plus grande réalisation de l'histoire du peuple noir. Autre grande réalisation industrielle et autre inauguration fastueuse en Guinée cette fois-ci. L'exploitation de la mine de fer de Simandou dans le sud-est du pays est lancée après des décennies d'attente. Simandou, c'est l'un des plus importants gisements de fer au monde. La Guinée espère 2 milliards d'euros annuels de revenus. Aujourd'hui, je peux regarder les gens dans les yeux dans les yeux. Je suis fier d'un homme qui a donné sa vie pour son territoire. Je suis fier d'être l'arrière-petit-fils d'un héros. Ce héros, c'est le roi Touera, décapité par les colons français en 1897 à Madagascar. Son crâne et celui de 2 de ses guerriers Sakalav ont longtemps été gardés dans un musée à Paris. Restitués début septembre, ils ont finalement pu rejoindre leur région d'origine, le Ménabé, dans l'ouest du pays. Une manière en partie de laver l'affront du passé.
Sur le front de la lutte contre le VIH, un espoir pour le continent, alors que le gel des aides américaines a surtout affecté les malades du sida. Le Lenacapavir est un médicament qui, pris 2 fois par an, réduit le risque de transmission du VIH de 99,9%. Ce traitement coûte aujourd'hui 28 000 $ par personne et par an aux États-Unis. Mais des génériques devraient être disponibles pour 40 $ par an dans plus d'une centaine de pays dès 2027. Le koshari, plat du pauvre en Égypte, distingué par l'UNESCO. Cette spécialité populaire faite de riz, de pâtes et de lentilles est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel. Tout comme le high life, le genre musical emblématique du Ghana. Ou encore le kaftan marocain, ce vêtement traditionnel d'apparat que revendique aussi l'Algérie. Le cinéma africain également à l'honneur lors du Festival de Cannes en France, avec pour la première fois sélectionné dans la catégorie Un certain regard, un film nigérian, My Father's Shadow, l'ombre de mon père. Son réalisateur Akinola Davis est reparti de la Côte d'Azur avec un prix, la mention spéciale de la Caméra d'Or. Une reine de beauté qui se rebiffe et fait la fierté de son pays. Olivia Yassé, 4e dauphine du concours de Miss Univers, a claqué la porte et rendu son écharpe après avoir été discriminée en tant qu'ivoirienne et africaine. Je reviens plus forte, plus déterminée et profondément engagée pour ma nation. Nous avons gagné. Nous avons gagné en dignité, en unité. Une autre Ivoirienne s'est battue pour sa dignité en 2025. La championne de taekwondo Mariama Cissé avait porté plainte pour harcèlement sexuel contre l'ancien entraîneur de l'équipe nationale. Et première dans le pays, l'homme a été condamné à 6 mois de prison ferme, même si les faits ont été requalifiés en harcèlement moral. Mrs. Kirsty Coventry. Côté sport, encore une femme à l'honneur, la septuple médaillée olympique de natation zimbabwéenne, Kirsty Coventry, élue présidente du Comité international olympique, première femme et première africaine à la tête de l'institution. L'actualité sportive marquée cette année en Afrique par les championnats du monde de cyclisme sur route, organisés pour la première fois sur le continent, au Rwanda. Et évidemment par la grande fête du football africain, la CAN, qui se tient jusqu'à mi-janvier au Maroc.